France, le magazine info de France Bleu, au cœur des territoires. Wendy Bouchard. Il est 13h30 à l'écoute de Ma France, chers auditeurs, et d'un sujet qui vous est peut-être cher, la condition animale. Quand on est élu, quand on est maire de France, on y est directement confronté, évidemment, en zone rurale et agricole, pour le moins entre la chasse et l'agriculture, en ville également, autour des mêmes principes de cohabitation. C'est ce qui va nous réunir avec nos invités aujourd'hui. Vanessa Loriot, bonjour Vanessa. Bonjour. Directrice générale de la LPO, Ligue de protection des oiseaux, deuxième association de défense de l'environnement en France, et Christophe Marie. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous qui êtes directeur adjoint de la Fondation Brigitte Bardot, dont vous êtes également porte-parole. On a beaucoup de sujets à vous exposer. Un auditeur qui nous rejoint dans quelques instants sur le sujet du moment, c'est-à-dire le texte qui est discuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale par les députés, donc Christophe Marie, car nous sommes le 24 novembre. Un texte sur l'interdiction de la corrida. Des habitants au sentiment de rejet pour l'essentiel à Mont-de-Marsan. Écoutez-les au micro de Max Martin pour France Bleu Gascogne. Pour Marie, qui tient ses sacs de courses dans les mains, il faut interdire cette tradition. Comme j'adore les animaux, j'ai du mal à accepter la mise à mort. Quand il n'y a pas de mise à mort, c'est un jeu ou ce qu'on veut, mais à partir du moment où l'animal souffre, je ne peux pas concevoir qu'on me dise qu'il ne souffre pas. Sentiment partagé par Marina et Patrick. Je préfère qu'on joue avec la vache, mais pas qu'on la batte comme on fait. Il faut les poser la question au taureau en fait. Ce plaisir d'abattre un animal qui reste, on va dire, dressé sans défense, je suis vraiment contre ça. Devant la file d'attente du fleuriste, Patricia vote contre cette interdiction. Moi j'aime la corrida, j'aime bien voir le spectacle, les toréadors, tout ça. Et puis il y en a marre, des interdictions. Thierry partage le même avis. Je suis contre l'interdiction de la corrida. Parce que c'est des traditions qui doivent rester en France, tranquilles. Moi je suis pour les traditions, donc je vois pas de souci à ça. Et c'est les taureaux qui sont élevés pour ça, je vois pas où est le problème. Les Landais que nous avons croisés sont divisés à propos de ce sujet, tout comme semblent l'être les députés de l'Assemblée nationale. Oui, des députés divisés, c'est le moins qu'on puisse dire. Christophe Marie, c'est toujours ce débat entre tradition versus souffrance qui va se jouer tout à l'heure dans l'hémicycle. Oui, tout à fait. En fait, quand on parle d'une interdiction, il faut savoir que la corrida est déjà interdite au niveau national. Elle bénéficie simplement d'une exception dans certaines régions à tradition dite ininterrompue. Pour autant, la corrida relève d'actes de cruauté et de sévices graves sur animaux. Ça, c'est la définition du code pénal. Et donc, la démarche aujourd'hui de cette proposition de loi vise à faire condamner tous les actes de cruauté sur l'ensemble du territoire. Et c'est ce qu'attendent 87% des Français. On avait fait faire un sondage cette année sur ce point précis. Tous les actes de cruauté sur animaux doivent être punis de la même manière, sans exception pour les corridas. Et en fait, aussi, je voudrais soulever quelque chose. Il ne s'agit absolument pas d'une tradition française. Faut pas oublier que c'est une tradition espagnole qui était introduite en France, pour l'épouse de Napoléon III, qui était elle-même espagnole. Mais ça a été illégal pendant un siècle et la dérogation a été introduite en 1951, donc c'est assez récent. Et dans toutes les villes qui organisent encore des corridas, eh bien ces corridas sont déficitaires. Elles ne peuvent être maintenu uniquement par la présence de férias. Il faut savoir que c'est pas la corrida qui amène une économie locale, mais c'est les férias qui sont organisés et qui drainent très peu de public vers les corridas. Parce que par exemple, sur Nîmes, la feria de cette année, il y avait 1,2 million participants à cette feria. Il y a eu à peu près 50 000 personnes dans les arènes. Et à Carcassonne, à Bayonne, plus exactement, c'était encore moins, puisqu'il y a eu deux corridas pour 20 000 personnes à peu près, sur un total d'1,2 million de personnes qui participaient aux fêtes de Bayonne. Donc, c'est absolument un faux argument de dire que c'est une tradition française, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, il n'y a aucun mot qui a été même traduit en français dans l'organisation des corridas. Et totalement faux également de dire que ça apporte une économie locale. C'est totalement mensonger. Oui, mais j'allais vous dire à quoi bon discuter, à quoi bon exposer ces arguments quand on écoute Emmanuel Macron qui s'exprimait sur ce sujet à quelques mètres de ce studio France Bleu. Écoutez-le. Qu'il y ait des débats dans la société, ils sont légitimes. Moi, je les entends tous. Et il faut qu'il y ait à la fois nos spécificités, nos cultures locales et la condition animale et la sensibilité qu'elle éveille, en particulier chez les jeunes générations. Dès qu'on est dans l'invective, ça ne marche pas. Je vais parler très sincèrement de là où je me situe. Ce n'est pas la priorité du moment. 2, je pense qu'il faut que ces sujets cheminent dans le respect et la considération. Je pense que la condition animale, elle n'est pas toujours suffisamment écoutée et c'est un vrai sujet. Quand on parle de chasse, quand on parle de corrida, le sujet de la condition animale, il faut l'aborder. Il ne faut pas qu'on dise c'est un tabou. Non, c'est pas vrai. Il faut l'aborder. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas la réponse. D'ailleurs, la réponse, elle ne peut pas tomber d'en haut. Je veux que ces débats soient conduits dans le respect. Le respect de nos traditions, de nos cultures, parce que les gens, sinon, ont le sentiment d'être dépossédés de celles-ci. Et le respect
de notre engagement pour la biodiversité et pour le climat. Ce texte ne passera pas. Cette réaction du président de la République vous accable, Christophe Paris? C'est très grave parce que là, en l'occurrence, quand le pouvoir exécutif, parce qu'on l'a vu également avec d'autres ministres, y compris le ministre en charge du bien-être animal, le ministre de l'Agriculture, quand on voit la pression exercée auprès des députés Renaissance, c'est très grave parce que là, en fait, c'est un déni de démocratie. On va à l'encontre du pouvoir législatif. On travaille avec l'ensemble des députés, l'ensemble des groupes politiques, et jusqu'à il y a peu de temps, Aurore Berger, donc qui est toujours présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, nous disait qu'il y avait une majorité de députés Renaissance qui étaient prêts à soutenir le texte. Et c'est vrai dans d'autres groupes également. Et là, avec cette pression exercée par le pouvoir exécutif sur le législatif, eh bien, il y a une obstruction au travail démocratique. C'est très grave. Ça va au-delà même du problème de la corrida. D'ailleurs, on le voit, les textes qui passent toujours en force à l'Assemblée. Donc quand Emmanuel Macron dit qu'il est prêt à entendre un discours, une ouverture de débat sur la question, qu'il laisse le débat s'installer et s'instaurer à l'Assemblée nationale. Il est légitime. Et en revanche, ce qui n'est absolument pas légitime, c'est de vouloir museler les députés, d'envoyer aussi Dupond-Moretti, qui est vraiment un aficionado affiché et qui s'en cache pas, pour le débat du jour à l'Assemblée nationale également. Nous avons Christophe Marie, un autre Christophe à l'écoute de France Bleu Paris qui veut réagir sur ce sujet comme auditeur. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, Christophe Gérard, je suis avocat, je défends la cause animale. Je salue bien évidemment les représentants des deux associations que vous avez invités et félicitations pour leur travail acharné. Très rapidement, l'Ordre des vétérinaires a déclaré qu'effectivement la corrida c'était maltraitance et torture animale. 80% des Français se déclarent hostiles à la corrida et veulent son abolition. Comment les députés français aujourd'hui peuvent-ils ne pas entendre le peuple? Comment un certain nombre de députés français peuvent-ils ne pas entendre le peuple? Et quelle légitimité ont-ils pour effectivement se prononcer sur une question de conditions animales, alors que ce problème, manifestement, leur échappe. Ils peuvent considérer, comme le dit, Christophe, le peuple et ne pas, effectivement, continuer dans une posture qui n'est en fait, pour un certain nombre de députés, qu'une posture politique. Oui, c'est comme ça que vous l'entendez. Ils peuvent aussi arguer que ce n'est pas, comme le dit Emmanuel Macron, ni une urgence ni une priorité. C'est comme ça que vous entendez les choses, Christophe Marie, pour répondre à notre auditeur. Non, mais c'est très grave aussi ça, parce que c'est toujours l'argument qui nous est opposé. C'est pas une priorité, quel que soit le sujet. Dès lors qu'on parle de la condition animale, ça n'est pas la priorité. Mais il y a bien un moment où il va falloir agir. Et là, c'est le rôle aussi des députés. Donc, on leur laisse cette possibilité d'agir justement en faveur des animaux. Et c'est peut-être pas la priorité du président dans l'immédiat, je peux le comprendre. Mais c'est un sujet réel et une attente très forte de la société. Donc il faut aussi savoir entendre les citoyens, entendre aussi ce rapport à l'animal qui a profondément changé quand même en un demi-siècle, puisque c'était il y a 70 ans maintenant que la corrida a été légalisée en France. Et en tenir compte. Donc c'est peut-être pas la priorité du moment pour Emmanuel Macron, mais c'est une vraie préoccupation pour les Français. Et il y a bien un moment où il faudra agir pour les animaux. Et ça ne peut pas être toujours renvoyé à un calendrier qui n'est pas fixé. Donc évidemment, il y aura toujours d'autres sujets, mais celui-là doit être traité comme les autres. Je vais donner la parole à la directrice générale de la LPO, Vanessa Loriou, alors pas nécessairement sur ce sujet-là, mais sur l'avancée justement des considérations sur le bien-être animal, sur la manière dont on partage l'espace aussi avec l'animal. Est-ce que vous voyez très clairement quand même avec votre association les choses bouger? On est sur la radio des territoires, dans les communes, dans les départements, au niveau des régions, Vanessa. Oui, tout à fait. Alors, je précise juste que je suis directrice de la mobilisation citoyenne et c'est déjà bien. Voilà, pour mon directeur général. Je vous ai promu. Effectivement, Wendy, c'est très important de parler de cohabitation et c'est vraiment un bon terme quand on parle du milieu urbain. Et finalement, la ville aujourd'hui, elle est très peu accueillante. Notre modèle de développement urbain depuis des dizaines d'années aujourd'hui, elle est très peu accueillante pour la biodiversité. En particulier, on le voit dans la vie faune. Aujourd'hui, la ville, elle empêche les oiseaux de se nourrir parce qu'ils ne trouvent plus de quoi se nourrir dans le milieu urbain. Elle empêche les oiseaux de se déplacer avec toutes les constructions, les routes, etc. qu'on peut y voir. Elle empêche aussi tout simplement les oiseaux ou la faune de manière générale de se reposer, de se
reproduire, puisque nous ne trouvons plus, que ce soit dans les arbres, dans les bâtis anciens par exemple, d'espace pour qu'ils puissent le faire. Résultat, on a une baisse qui est vraiment drastique de la biodiversité en ville. Juste un chiffre, on a aujourd'hui depuis 30 ans une baisse de 30% des oiseaux qui sont, on appelle inféodés au bâti, c'est-à-dire qui nichent dans le bâti, ou encore pour l'oiseau phare que tout le monde connaît qui est le moineau. Aujourd'hui, c'est 60% en moins de moineaux, de population de moineaux en 30 ans. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir, on peut faire des choses, et les collectivités, en particulier dans les territoires, sont celles qui peuvent agir très concrètement. Est-ce qu'elles vont vers la LPO en demandant d'abord des constats, puis des solutions? Vous parlez du moineau, exemple très concret. Est-ce qu'on vient vous voir justement? Est-ce que les élus viennent partager et chercher des solutions avec vous? Oui, tout à fait. Et c'est ce qui nous ravit depuis de nombreuses années, mais en particulier ces dernières années. Et notamment, on a vu avec une nouvelle vague d'élus qui sont arrivés dans les collectivités récemment. On est très sollicité à la LPO, comme nombre d'associations environnementales aujourd'hui en France, par des élus, par des services techniques dans les municipalités qui cherchent des solutions. Et vous l'avez très bien dit, c'est très important. La première démarche, c'est la connaissance. C'est d'abord savoir ce qu'il y a dans mon territoire, quelles sont les espèces qui sont dans mon territoire, quels sont les enjeux de biodiversité sur mon territoire, et puis ensuite d'aller chercher des solutions. Et là, nous, on leur propose concrètement des solutions, et on travaille avec de nombreuses collectivités. Par exemple, des collectivités qui font le choix de mettre en place des aménagements pour faire revenir la biodiversité sur leur territoire. On a par exemple 650 communes qui aujourd'hui sont refuges LPO, c'est-à-dire qui ont décidé de consacrer leurs parcs, leurs jardins, leurs espaces verts et de les gérer écologiquement de manière à faire revenir avec des installations de nichoirs, avec des plantations de haies par exemple, et faire revenir la biodiversité sur leur territoire. Alors ça, c'est au niveau local, j'allais dire, puisqu'on parlait d'Emmanuel Macron et Christophe Marie. Vous avez ce discours aussi sur la préservation de la biodiversité. Il avait rencontré le président de la LPO, Alain Bougrain-Dubourg, en lui certifiant que c'était une de ses priorités. Il y a beaucoup à dire quand même, notamment sur les chasses réautorisées d'oiseaux. 4 arrêtés ministériels qui viennent d'autoriser à nouveau la capture létale de 100 000 animaux sauvages. Avant-hier, le Conseil d'État qui a jugé illégales les autorisations de chasse traditionnelles à l'alouette délivrées l'an passé par le ministère de la Transition écologique. On se renvoie des recours, des arrêtés. Ça va dans tous les sens. Au final, qui gagne? Est-ce que c'est l'État qui gagne? Alors c'est vrai que c'est des situations qui sont très compliquées et très frustrantes en même temps pour nous, associations, puisque finalement nous essayons toujours de nous placer du côté du droit, et donc notamment pour la question des chasses traditionnelles, tout simplement nous demandons, entre guillemets et beaucoup de guillemets, à l'État français de respecter le droit européen. Force est de constater que la justice en France nous donne raison d'année en année, et donc effectivement à un moment donné, il y a peut-être que c'est par la volonté aussi, l'initiative au niveau local que nous ferons avancer les choses, et on voit déjà dans les territoires que les choses avancent parfois, notamment en matière d'urbanisme, plus vite que ce que le niveau national peut imposer aux collectivités. Christophe Marie, un mot sur ces autorisations de chasse illégales, pourtant moyenâgeuses pour certaines. C'est totalement choquant, parce que c'est aussi un mépris de la réglementation européenne. Et puis effectivement, c'est des arrêtés qui sont pris en sachant très bien qu'ils vont être cassés derrière. Donc c'est simplement pour faire plaisir à un électorat qui est celui des chasseurs. Mais en fait, moi je voulais quand même aussi dénoncer l'hypocrisie justement du discours pro-biodiversité, parce qu'aujourd'hui même s'achève au Panama. Alors je sais qu'on est sur l'international, on sort un petit peu du cadre, mais la CITES, qui est une convention internationale sur le commerce des espèces sauvages menacées, et dans ce cadre-là, eh bien l'Union européenne a fait blocage sur la protection des hippopotames, parce qu'il faut savoir qu'en France, on reste le 2e marché d'importation de l'ivoire d'hippopotame qui est transformé en statue. On a 30%. Bon, c'est légal encore? C'est légal encore. On est juste après les États-Unis qui représentent 34% du marché, la France 30% du marché. L'interdiction de l'ivoire ne cible que de l'ivoire d'éléphant. Et là, l'hippopotame qui devait être présenté pour une protection maximale et dont la proposition était défendue par 10 pays d'Afrique, a été mis en échec par l'Union européenne et par la France, et c'est vraiment très choquant. Ça montre qu'il y a un véritable double discours, un discours médiatique
qui est de dire il faut sauver la biodiversité et à côté de ça, dans les conventions internationales, la France met en échec ces pratiques et elle le fait également au niveau national, au niveau du territoire, avec ces chasses traditionnelles absolument scandaleuses et archaïques. C'est pour ça que j'imagine que vous préférez, à la fois pour la Fondation Bardot, mais aussi pour la LPO, compagnonner avec les élus locaux, les élus de terrain de proximité. Là, vous avez plus de chances d'être dans le concret, Vanessa Loriot. Oui, tout à fait. On voit des initiatives qui sont vraiment intéressantes et qui, effectivement, sont un petit peu même en avance de phase, souvent par rapport à une prise de position au niveau national. On voit aujourd'hui, par exemple, on a un sujet très très fort et tendu parfois avec les élus locaux autour de ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire le fait pour une collectivité de faire le choix finalement que la ville arrête de grignoter sur les espaces naturels et agricoles. Aujourd'hui, on espère que l'État et le ministère de la Transition écologique notamment ne reviendra pas sur les engagements qui ont été pris dans la loi climat et résilience de 2021, alors même que dans certains territoires déjà, ces éléments-là sont bien pris en compte et les élus ne s'y trompent pas parce que protéger la biodiversité, c'est aussi lutter contre les risques et notamment inondations, sécheresse et réchauffement climatique auxquels ils sont confrontés. Oui, on va poursuivre ces échanges avec vous, chers amis. Christophe Marie de la Fondation Bardot, Vanessa Loriot pour la LPO. Il est 13h47 au cœur de votre France Bleu. On accueille Valère Coréard. Ma France sur France Bleu, depuis le 104e congrès des maires de France. Valère qui au quotidien nous aide à affronter la hausse du coût de la vie. Bonjour Valère. Bonjour. Et vous êtes adapté au sujet. Merci de convier des poules dans Ma France. Ouais, puis alors autant vous dire que les poules et moi ça faisait un peu deux. Donc j'ai téléphoné à ma petite sœur qui a des poules. Elle est entre France Bleu Gare-Lozère et France Bleu Vaucluse à Sas dans le Gard, voilà. Oui. Et elle m'a dit, écoute, il y a au moins 3 raisons pour parler des poules dans Ma France face à la vie chère. D'abord, les poules peuvent nous aider à faire des économies. Elles sont écolos et enfin parce qu'elles sont bien mieux à nos côtés si on a un petit extérieur que dans des entrepôts entassés comme des sardines en boîte qui voient jamais le soleil. Ça c'est certain. Pour les économies d'abord, on en parle de nos poules. Oui, alors c'est pas un scoop, mais les poules elles pondent des œufs Wendy avec ou sans coque d'ailleurs, et pas qu'un peu, 300 par an et par poule. Et si ça diminue un peu avec l'âge, ça reste quand même beaucoup au quotidien. Si vous en avez 300 par an, oui, ça dépend. Pour avoir eu des poules, il y en a qui sont un peu plus paresseux, c'est normal, il faut les laisser vivre. Vraiment bien. Oui, bien sûr. Ok. Bon, nous en tout cas, les humains on en mange 200. Donc même si elles en faisaient que 200, c'est votre problème. C'était déjà pas mal. Et bien souvent d'ailleurs quand on a des poules, c'était peut-être votre cas Wendy, bien on donne des œufs aux voisins, à la famille, on peut les vendre aussi. Et si vous avez aussi un coq, eh bien vous aurez des poussins un jour ou l'autre et donc peut-être qu'il y aura le poulet du dimanche de temps en temps. Vous êtes comme ça, d'accord. Ceux qui suppriment en tout cas le budget œuf avec un petit complément de revenu en même temps, puis elles sont très écolos ces poules. Ce sont même des alliés de l'écologie en fait dans le quotidien. D'abord elles vont manger la majorité de vos restes, donc là il n'y a plus de sujet de compost. D'ailleurs leurs fientes sont des fertilisants naturels pour le potager et puis elles vont entretenir votre jardin. Fini les limaces ou presque, elles font de l'écotonte toute l'année, non c'est tout bénef. Est-ce que vous avez des plans pour trouver des poules si nos auditeurs sont convaincus par cet achat ou cette adoption ? Adopte une poule. Alors c'est pas ma réponse, c'est un site internet qui vous met en relation avec des éleveurs dans toute la France. Ils revendent les poules qui pondent moins pour leur exploitation, mais qui seront calibrées pour la maison. La ferme de Ludo et Mailly, par exemple, nous vend la poule à 6,50 €. Ils sont à Levillard, dans le Rhône. Vous avez aussi des groupes Facebook, comme Sauvetage de poules, qui lui marchent très très bien. Et puis, vous pouvez aussi solliciter des éleveurs dans votre région, parce que lorsqu'elles pondent moins, eux, ils vont les envoyer à l'abattoir, à l'abattage. Et forcément, ils vont vous les revendre plus volontiers, pas cher. Ça peut être quelques centimes, dizaines de centimes ou 1 ou 2 €. Oui, vous avez même trouvé des collectivités qui donnent des poules pour le coup. C'est génial, il y en a plein et notamment un exemple, les habitants de la métropole Aix-Marseille-Provence peuvent récupérer des coupons en mairie où qu'ils habitent, aller chercher leurs 2 poules à traite et à la clé 150 kilos de déchets en moins par an. Ça c'est quand même intéressant parce que qui gère les déchets ménagers, c'est l'agglo qui elle-même vous donne des poules, qui mange les déchets organiques. Vous l'avez compris, la boucle est bouclée. Ah, c'est formidable, Christophe Marie avec la Fondation Bardot. Je me souviens d'une sacrée récupération, un sauvetage. Les fameux œufs matines qui donnent comme ça cette idée un peu bucolique avec ces poules pondeuses qui étaient traitées dans des conditions déplorables. C'était un élevage épouvantable qui a été fermé. Effectivement, il a fallu replacer des dizaines de milliers de poules parce qu'un bâtiment peut compter plusieurs dizaines de milliers de poules dans des cages. Effectivement, qui étaient dans des états épouvantables. Et on a trouvé quelques bons adoptants. Ouais, on a donné une cinquantaine. Voilà. Qui sont arrivés les poules dans un état, épouvantable. Des puces ou des poules de poules, je sais plus comment on dit, déplumées, incapables de marcher, sclérosées. Voilà, les becs tordus. C'est pour ça qu'effectivement, elles sont vendues à rien du tout à l'abattoir, mais c'est quand même des poules de réforme qui se retrouvent vendues sous forme comme du poulet ou autre, ou alors
pour des nuggets ou autres. Mais c'est vrai que ce qui se passe dans les élevages est absolument épouvantable et on doit sortir de ces systèmes de cage et ça sera d'ailleurs une proposition de la Commission européenne en 2023, donc on pourra en reparler. On pourra en reparler. Vanessa Loriot, avec ces collectivités par exemple qui donnent des poules, Valère disait ce circuit vertueux justement, on donne et puis ça favorise le traitement des déchets en local. Voilà ces initiatives que vous voulez aussi mettre en lumière. Oui, tout à fait. Et je rebondis sur ce que Valère disait à propos des habitants. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important. On parlait de la responsabilité finalement et de l'initiative de la collectivité, mais tout le monde doit agir. Et l'habitant, dans les quartiers, chacun dans sa rue, peut aussi faire quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment pouvoir pousser et valoriser auprès des collectivités. Certaines l'ont bien compris. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est à Pessac en Gironde. C'est une collectivité qui voulait s'engager dans les refuges LPO, mettre l'ensemble de ses parcs et jardins en refuge LPO. Et elle a eu la très bonne idée, on a travaillé ensemble avec le maire de Pessac et ses équipes, de dire finalement on va pas faire ça que la mairie, que nous, mais on va proposer à l'ensemble des habitants de la ville de devenir refuge LPO. Et très concrètement, ils ont cofinancé la mise en refuge. Donc ça crée des trames, ça crée aussi quelque part de la cohésion sociale autour de la question de la biodiversité. Deuxième exemple, vous aviez hier sur votre plateau le maire de Joigny, dans Lyon. À Joigny, on vient de mettre en place un très beau projet que vous retrouvez les références sur internet qui s'appelle Plus de nature dans mon quartier. Et on travaille à l'échelle d'un quartier prioritaire de la politique de la ville. Ces fameux quartiers qui entendent peu parler de biodiversité, dans lesquels nos associations ne vont pas toujours. Et la mairie de Joigny a vraiment souhaité travailler avec nous pour que ces habitants-là, non seulement connaissent la biodiversité de leur quartier, mais soient acteurs eux-mêmes pour la faire revenir sous forme de chantier participatif ou autre. Ouais, formidable, ça c'est pour la LPO. Christophe Marie, vous connaissez aussi les vertus de certaines initiatives très très locales pour mieux appréhender le bien-être animal, à niveau domestique, dans les villes notamment. Voilà, notamment, et on travaille avec la région Île-de-France qui a créé le label Ville Amie des Animaux. Et effectivement, pour l'instant, c'est un peu trop centré, à notre avis, sur l'animal de compagnie, alors que ça doit être élargi effectivement sur la défense de la biodiversité avec des espaces laissés en libre évolution, ce qui est très important pour la biodiversité. Donc effectivement, avec la région Île-de-France, on a un rendez-vous là très prochainement pour continuer cette valorisation d'initiatives locales. Alors avec la Fondation Brigitte Bardot, avec la LPO, les communes refuges LPO, elles sont nombreuses. Demain, il y a un grand congrès avifaune en partenariat avec RTE, avec Enedis, avec la Fédération Nature Environnement et avec la LPO. L'idée, puisque là on est au congrès des maires de France, c'est de voir comment on fait cohabiter les grandes infrastructures, notamment les lignes à haute tension, et le monde sauvage du côté des oiseaux, Vanessa Loriot. Tout à fait, merci d'en parler, c'est vraiment très important. Finalement, dans les territoires, un des acteurs clés, c'est la collectivité, mais il n'y a pas que la collectivité. Et en effet, on parle aussi d'acteurs, vous parliez d'RTE, Enedis par exemple, qui sont nos partenaires depuis plus de 15 ans maintenant, puisqu'on est parti d'un constat, d'un problème en fait, le problème de cohabitation entre la faune sauvage et les usages humains, on constatait de forts problèmes de collision en fait entre la faune sauvage et les grandes infrastructures de transport d'électricité. Ça crée des problèmes pour nous, pour la faune sauvage bien évidemment, d'électrocution, de collision, etc. Mais pour des acteurs comme RTE et Enedis, ça pose des problèmes aussi vis-à-vis de leurs usagers puisque ça crée des micro-coupures. Donc on est passé de la posture de conflit, puisque bien évidemment c'est des problèmes d'usage. On s'est mis autour de la table et on discute depuis plus de 15 ans en trouvant des solutions. Et notamment les solutions, c'est l'enfouissement des lignes, mais ça peut aussi être finalement pour de mieux faire comprendre à l'avifaune que la ligne électrique, il est en face d'une ligne électrique avec des balises qui sont posées, ou même vous avez peut-être vu dans nos territoires de Charente-Maritime par exemple des RTE ou Enedis qui installent des plateformes sécurisées pour les cigognes par exemple, pour qu'elles puissent nidifier au niveau des poteaux électriques. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, il y a quand même certains animaux qui s'adaptent, c'est incroyable, qui se sont adaptés à ces infrastructures, les cigognes qui nichent, qui nidifient pour beaucoup sur ces lignes. Exactement. Ouais. Alors on ne sait pas exactement pourquoi elles préfèrent cet endroit-là, mais en tout cas, la cohabitation et le partenariat entre une association telle que la nôtre et des grands porteurs d'infrastructures comme RTE et Enedis ont permis ces choses-là. Donc demain, effectivement, grand colloque où on va faire le bilan de ces 15 années-là et puis se projeter sur la suite. On vient d'avoir le bonheur d'avoir un grand programme européen qui va se développer sur les 6 prochaines années et qui va nous aider justement à imaginer encore d'autres solutions pour ces soucis de cohabitation. Ça, c'est très intéressant aussi.
aussi, Vanessa Loriot, un petit mot sur la journée de comptage, parce que là on embarque aussi, vous êtes chargé de la mobilisation citoyenne, tous ces citoyens de France pour les oiseaux des jardins. Ça aura lieu début janvier, c'est ça, ou fin janvier? Ça a lieu le dernier week-end de janvier. Oui. Et donc effectivement, la science participative, c'est une très très belle manière d'impliquer tous les habitants, d'impliquer les écoles, les parents, la famille. Et donc chacun peut prendre une heure pour tout simplement observer, regarder et renseigner nos grandes plateformes de sciences participatives qui en fait derrière vont non seulement nous apporter la connaissance, mais guider ensuite les grandes politiques publiques. Et donc tout ça part de l'initiative citoyenne, donc c'est très important. Le dernier week-end de janvier. Observatoire des oiseaux des jardins. Très bien. Du côté de Christophe Marie, alors il va falloir peut-être soutenir encore Brigitte Bardot qui attendait beaucoup de cette journée de débat à l'Assemblée nationale contre la corrida. Bon, les jeux ne sont pas faits, tout n'est pas joué, mais il va falloir réarmer l'action, Christophe Marie. Ça va commencer là les débats à l'Assemblée. C'est le deuxième texte à être étudié, c'est déjà pas mal, parce que je crois que justement le groupe LFI a réagi à la provocation d'Emmanuel Macron hier sur ce salon pour dire que effectivement ce débat doit être mené. Donc maintenant il faut que les députés soient à la hauteur de l'attente de la société. C'est pas toujours le cas, donc on espère quand même pouvoir avancer sur ce sujet. Et à défaut d'ailleurs, d'ores et déjà, on connaît d'autres initiatives qui seront prises pour arriver à terme à l'abolition de la corrida. Merci. Il n'y a plus de Noël des animaux du côté de la Fondation Bardot? Non, pas dans l'immédiat, non, effectivement. Merci beaucoup. Mais toujours des animaux adoptés, évidemment, dans les refuges, et y compris les refuges de la Fondation Brigitte Bardot. Que vous retrouvez aussi sur le site de la Fondation Bardot. Ils sont mis, les petites photos sont mises à jour et en ligne régulièrement, hélas, mais ils sont bien traités en attendant par tous les bénévoles de la Fondation. Merci beaucoup Christophe Marie pour la Fondation Bardot.